on a en projet quand même au-delà de fonctionner comme une marketplace classique, de créer une sorte de communauté des industries françaises. Alors bonjour à toutes et à tous, bonjour aux auditeurs et aux auditrices du podcast Les Experts Marketplace. On est très heureux aujourd'hui d'accueillir dans le podcast Pierre Agostini. Bonjour Pierre. Bonjour Alexandre. Alors Pierre est directeur de la business line e-commerce chez Orange Business Service et il est surtout le père du projet My Business Place, qui est la marketplace B2B d'Orange, qui a pour ambition de permettre aux entreprises de développer et d'accélérer leur business en ligne. Donc, ce que je vous propose, c'est de suivre toujours le fil rouge de notre podcast, comme on le fait habituellement. On va reparler avec Pierre du positionnement de la marketplace et de la raison du lancement de cette marketplace. On parlera également, bien sûr, après des vendeurs, savoir un peu qui ils sont, comment on les onboard, qui est un sujet, je sais, qui vous intéresse. Ensuite, des acheteurs, qui sont aussi une autre partie des clients de la marketplace. Puis on fera un petit point sur les transactions à la fin. Voilà. Pierre, est-ce que ce sommaire vous va? Très bien, pas de problème. Alors, vous pouvez peut-être commencer par reparler des ambitions de la marketplace, donc My Business Place. Mm. Peut-être avant que vous vous présentiez en quelques mots pour des auditeurs. Mhm. Très bien. Pierre Agostini, je suis effectivement le responsable de la business line e-commerce chez Orange Business Service. C'est-à-dire que à l'origine, Orange Business Service dispose d'une entité qui s'appelle Digital et Data, qui est une ESN. Donc, on développe depuis une petite dizaine d'années maintenant des sites e-commerce, des marketplaces, des sites internet également. Donc j'ai une équipe de pas loin de 400 experts qui sont spécialisés dans ces domaines-là. Voilà, donc depuis cette expertise-là est né ce projet My Business Place. Alors vous êtes donc pour lancer My Business Place, vous l'avez lancé dans le contexte Covid 2020 et l'idée aussi c'était donc de vous appuyer sur votre expertise pour pouvoir lancer cette marketplace. Exactement. En fait, dans la période du Covid et dès le premier confinement, la direction d'Orange s'est tournée vers les équipes en posant une question très utile et solidaire, à savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aider nos clients à passer cette crise et à relancer l'activité en sortie de crise. Voilà, on a travaillé avec mes équipes autour du e-commerce. On travaillait déjà depuis de nombreuses années plutôt sur le e-commerce B2B que sur le B2C. On a travaillé aussi essentiellement avec des domaines industriels, des gens qui étaient pas forcément les plus à la pointe du digital. Et on s'est dit que c'était peut-être le bon moment pour leur donner un petit coup de main en mettant en place une marketplace, là, et de les aider finalement à assez simplement construire un catalogue, pouvoir le mettre en ligne et puis commencer à vendre en B2B malgré la crise et au-delà de la crise. D'accord, donc c'est intéressant parce que c'est un projet qui montre qu'effectivement, on transforme des crises en opportunités. Donc, Mhm, dans le contexte de la exactement. crise Covid, on a transformé effectivement cette crise en opportunité en s'appuyant et en valorisant des actifs. Donc le positionnement de My Business Place, c'est plutôt le monde industriel. Oui, les industriels et leurs distributeurs quand même plus largement. Parce que justement, dans le contexte du B2B, ce qui ne nous a pas échappé, c'est on a vraiment pensé B2B, cette solution, et on sait très bien que dans le B2B, les industriels s'appuient la plupart du temps sur plusieurs réseaux de distribution, des grossistes, des détaillants, éventuellement de la vente directe dans certaines zones. Donc, on a pensé dès le départ la solution pour être capable d'adresser ces problématiques-là. D'accord, donc ça c'est aussi intéressant quand on lance des marketplaces dans le monde B2B de penser que les vendeurs, c'est pas simplement des vendeurs qui ont leur réseau direct de vente, mais qui passent effectivement, mais que les distributeurs peuvent aussi être des vendeurs sur la marketplace. Mhm. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Pour choisir les technologies pour lancer ta marketplace, pour lancer votre marketplace, là, vous avez choisi donc je crois Upler notamment. Tout à Euh, fait. Vous avez fait une étude un peu assez approfondie. Comment ça s'est passé?
Bah, alors effectivement, bon, bah, vu qu'on est on est intégrateur de solutions e-commerce depuis de nombreuses années, on intègre du Magento, on intègre du Eurocommerce, donc des solutions plus courantes. On, voilà, on a forcément dans un premier temps imaginé utiliser ces solutions-là. D'ailleurs, on a même maquetté des choses sur ces solutions-là qui n'ont pas démérité, mais qui ne s'interféçaient pas très facilement avec nos process derrière. On avait des difficultés à pouvoir les adapter à nos process et au traitement, parce qu'au-delà de la construction de la marketplace elle-même, il fallait quand même qu'on sache derrière la gérer, hein. Il y a une vie après le projet de Oui. construction. Heu, Et donc la solution Upler nous a paru plutôt bien construite pour ça. C'est une solution sur étagère avec pas mal de paramétrages et de fonctionnalités qui nous convenaient par rapport à nos problématiques B2B. On a également travaillé avec Upler sur des fonctionnalités spécifiques compte tenu de ce qu'on sait du marché B2B. Et puis on a trouvé que c'était relativement simple de venir greffer nos process sur cet outil. alors vous avez donc une marketplace qui permet, à n'importe quel client, entreprise d'aller, sourcer, justement aussi des fournisseurs et puis, il y a Mmh. une logique d'achat aussi, enfin, c'est-à-dire qu'on peut, proposer, des devis, enfin faire des appels à devis, c'est ça? C'est ça, dans les fonctionnalités très B2B, on a effectivement la possibilité de passer par une demande de devis initialement. Donc l'acheteur peut initier un devis, mais également le vendeur peut pousser un devis de façon proactive et s'ensuit potentiellement une négociation autour de ce devis avant de le transformer en commande. On a des fonctionnalités aussi qui sont très appréciées sur le B2B, qui sont du type la tarification différenciée. On va avoir, typiquement, si vous avez justement des grossistes, des détaillants, des clients VIP, vous n'appliquez pas forcément la même grille tarifaire à tous ces circuits de distribution. Et donc la solution permet de gérer cette situation suivant quel est l'acheteur qui se connecte. Il est reconnu et il a son contrat et ses prix négociés qui s'affichent en fonction du paramétrage qu'on en a fait précédemment. On n'a pas seulement des prix publics comme sur beaucoup d'autres marketplaces. Bon, voilà, il y a la prise en charge aussi de tout ce qui est justement distributeur. Si un distributeur rejoint la marketplace, il peut en quelque sorte réimporter et récupérer le catalogue du producteur et de son fournisseur pour pouvoir le vendre lui-même dans un modèle où il va pouvoir gérer lui-même ses stocks et vendre en direct au client ou passer dans un modèle dropshipping où les commandes remontent jusqu'à son producteur. Donc voilà, enfin, je ne vais pas vous faire toutes les fonctionnalités, C'est intéressant parce que ça montre qu'effectivement, ça montre les spécificités du B2B. euh, Mhm, et puis ça montre aussi effectivement la diversité des modèles possibles au sein même d'un modèle marketplace avec une entrée en relation via une marketplace. Les secteurs d'activité, puisque c'est une marketplace qui est ciblée, on a dit plutôt sur industrie mhm. française, euh, Oui. euh, par contre qui est généraliste. Donc vous pouvez nous dire un peu les secteurs d'activité qui sont aujourd'hui couverts. Alors, c'est l'industrie au sens large, c'est-à-dire que bon, industrie, évidemment, tout le monde pense tout de suite à la production d'équipements et de matériel, qui est effectivement le gros des vendeurs qu'on a commencé à regrouper autour de la marketplace, hein. Donc, des gens qui vont être capables de faire de l'équipement spécialisé, voilà, des fours, des armoires à fermentation pour des boulangeries, comme des équipements de voirie ou encore des robots de nettoyage. Voilà, on a vraiment toutes sortes de choses, des flexibles hydrauliques. On a vraiment des vendeurs très spécialisés et très industriels. Et puis on a, quand je dis l'industrie au sens large, ça intègre aussi l'industrie agroalimentaire. Donc on a des gens qui font des produits préparés, des plats cuisinés, comme simplement des équarrisseurs, hein, des produits de viande découpée. On va avoir des gens qui font du médical avec des appareils d'échographie, de radiologie qui sont vendus à des professionnels. Et puis après, on a tout le monde pharmaceutique qui est un domaine un peu moins développé.
et le secteur du bricolage aussi. Enfin, en gros, tout ce qui est magasin spécialisé, on a des gens qui vont être plutôt orientés vers le bricolage, des gens qui vont être orientés sur tout ce qui est navigation, tout ce qui est bateau et navigation, tout ce qui concerne la pêche, la voile, voilà. Donc on a après des gens dont le métier est de vendre à des magasins, des réseaux de magasins Ah, spécialisés. d'accord. Bah, donc c'est bien parce que c'est une mini France en fait, hein. C'est C'est ça. le reflet des différents secteurs de l'économie française, donc c'est intéressant. Et c'est vrai que enfin, la marketplace est positionnée, enfin, c'est vraiment un outil aussi de transformation digitale et d'accélération de la transformation digitale de ces Mhm. clients de la marketplace. Alors, si on justement on se concentre sur ces vendeurs là, sur ces donc ces entreprises industrielles ou ces distributeurs qui viennent sur la marketplace pour en fait que ce soit un canal de vente pour eux. Euh, comment est-ce que enfin, vous les sélectionnez ces vendeurs? Comment enfin, vous les Alors, recrutez? Vous les sélectionnez, les recrutez. bah, en fait, on a fait un démarchage assez large. On a la chance chez Orange d'avoir un canal de commercial qui est quand même assez vaste. Donc le réseau commercial Orange s'est mis en route, Orange Pro, donc on a démarché assez largement, à la fois des clients qui sont plutôt des petites entreprises, donc celles qui souffrent le plus, je vais dire, en ce moment, et qui du coup ne sont pas des digital natives et qu'il faut accompagner énormément pour arriver à leur faire mettre leur catalogue en ligne, leur expliquer les tenants, les aboutissants et les gains qu'ils peuvent en obtenir. Et puis d'autres donc qui sont plutôt sur le haut de marché, qui sont des gens qui sont des statures assez solides et établies, qui d'ailleurs travaillent déjà la plupart du temps avec d'autres marketplaces, qui eux viennent surtout parce que voilà, c'est Orange qui va lancer une nouvelle marketplace, donc avec les moyens de communication qu'on imagine autour. Et donc, certains d'entre eux nous rejoignent en disant, bah, nous, on veut absolument être au lancement de cette marketplace. C'est un trafic complémentaire, du revenu complémentaire donc. Et ces gens-là sont aussi des gens qui, étant établis et ayant un catalogue assez large, viennent rassurer sur le fait que cette marketplace va prendre de l'ampleur et viennent rassurer notamment les plus petits qui du coup savent pas trop comment se positionner par rapport à cette offre. Alors, on en a parlé en préparant ce podcast, mais effectivement, l'enjeu, c'est ceux qui sont déjà accoutumés avec ces canaux de vente, du e-commerce, de la marketplace. L'onboarding, effectivement, plus facile, notamment tout ce qui est transmission du catalogue, des offres. En revanche, enfin, les plus petits, qui sont aussi intéressants parce que vous leur offrez une vraie solution, j'imagine que effectivement c'est plus laborieux forcément, et ça demande aussi un peu plus d'éducation. Donc ça, vous êtes organisé en interne pour pouvoir faire face à ces enjeux de conduite du changement. Exactement. Alors là, c'est vraiment un des points forts, c'est qu'on a aussi cette image Orange d'accompagnement et de confiance, et on tient à cette image. Donc on a mis les moyens qui vont en face, à savoir, effectivement, quand un petit vendeur s'enrôle et pas forcément très très habitué au digital, on va le prendre en main dès le début. C'est-à-dire que dès le début, dès son enrôlement, la première chose qu'on fait, c'est un atelier avec lui où on va l'aider à configurer une dizaine de produits qui sont représentatifs de son catalogue. On va lui montrer comment ça se fait dans l'outil, on va lui montrer les particularités. C'est l'occasion aussi de discuter avec lui justement sur des choix un peu stratégiques. Est-ce que la situation classique, c'est est-ce qu'un produit, on va le présenter avec plusieurs variantes ou est-ce qu'on va présenter plusieurs lignes de produits? On va découper ce produit en plusieurs produits indépendants les uns des autres, juste parce que la couleur change ou parce que il y a une taille qui change. Donc on peut le faire de deux façons, soit un produit configurable, soit un produit N produits spécifiques. Et ça, ces choix-là, il faut à chaque fois qu'ils y réfléchissent parce que ça a un impact fort sur la navigation de leurs clients, de leurs acheteurs. Donc on les amène à réfléchir à ces sujets-là, à quels sont les bons produits à mettre en ligne aussi. On a souvent la question, est-ce qu'il vaut mieux que je mette mes produits les plus vendus actuellement en ligne tout de suite,
ou est-ce qu'il vaut mieux que je mette les produits que je vends pas? Mmh. Bon voilà, donc on essaye de les aider à réfléchir à ça en fonction aussi de leur circuit de distribution actuel. Les gros enjeux, et les questions qu'ils se posent souvent, c'est: «Comment je fais pour pas me fâcher avec mes circuits de distribution actuels?» Donc on les accompagne, dans un mode conseil et consulting, sur ces sujets-là. Et pour ceux qui veulent d'ailleurs aller plus loin, on a même, Orange Consulting qui intervient et qui propose des packs d'accompagnement sur 2 jours, pour aider à dégrossir le sujet et à se poser les bonnes questions, quand on rentre sur un sujet e-commerce comme celui-là. D'accord, bah, ça c'est, voilà, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça nécessite de l'accompagnement et un accompagnement comme tu l'expliques, comme vous l'expliquez business, mais également un accompagnement, technique. Mmh. Heu, voilà, même si après, bon, il y a des alors, le sujet aussi, dont on avait parlé en préparant un peu le podcast et qui me semble intéressant, c'est que, vous disiez qu'alors, sur par exemple pas forcément des gros vendeurs, mais enfin ou des gros industriels, il y a, se pose toujours la question de la connexion de la marketplace à l'ERP de Mmh ces mh. vendeurs. Donc ça, c'est des choses aussi auxquelles, vous êtes, confrontés? Tout à fait, tout à fait. Alors, on a, effectivement c'est souvent, un sujet qui revient, c'est comment je m'interface avec mon ERP. Donc, très honnêtement, c'est souvent un faux débat, qui fait plus peur qu'il ne le nécessite. Parce que bon, faut pas se leurrer, un vendeur qui arrive sur la marketplace va pas faire, tout de suite 500 commandes par jour. Bien sûr. Donc, dans un premier temps, déjà on a des interfaçages très simples en mode fichier et ça évite aussi à l'entreprise d'investir énormément de temps pour venir s'interfacer avec notre système, engager des moyens de développement informatique pour venir tout de suite digitaliser l'interfaçage. Mmh. On peut fonctionner, à mon avis, pendant un certain temps, le temps de la montée en puissance de la plupart des vendeurs, en mode échange de fichiers. Donc c'est là-dessus qu'on les accompagne et qu'on les dirige et on essaye d'automatiser ces échanges de fichiers au maximum pour que ça soit le plus simple possible. Et puis après pour les vendeurs qui sont, effectivement, plus avancés et qui ont des montants et des nombres de commandes par jour, beaucoup plus élevés, là oui, on leur met à disposition des API pour qu'ils puissent, s'interfacer et vu d'où on vient, vu qu'on est un intégrateur à la base, s'ils ont besoin, on leur propose nos services pour faire cette intégration, sachant qu'on dispose déjà d'un certain nombre de connecteurs avec les plus gros ERP, du marché. D'accord, ouais, c'est ça qui est intéressant. Bah, c'est un atout. Alors, enfin, comme vous le dites, pas à court terme, parce qu'effectivement, à court terme, sur du B2B, on n'est pas tout de suite sur des volumes énormes de commandes. On peut traiter ça par fichier plat, mais après, effectivement, c'est intéressant de se dire qu'il y a la possibilité d'interfaçage. Alors, ça, c'est effectivement pour les vendeurs. Côté acheteur, donc j'imagine que faut aussi, vous allez faire ou vous faites la promotion de cette, marketplace auprès des clients, notamment des clients pro d'Orange. Mmh. Donc ça, c'est, quelque chose qui permet d'exploiter les synergies avec, d'autres entités d'Orange. Alors pour l'instant, on n'a pas encore, énormément engagé cette partie-là sur la communication publique. On est encore dans la phase où on recrute des vendeurs. Ouais. Pour l'ouverture publique qui est prévue, fin mars, début avril, voilà, on veut quand même avoir regroupé suffisamment de vendeurs et suffisamment d'offres pour que quand on ouvre, on n'ait pas un effet, restaurant vide. Ouais, 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 c'est Voilà, donc pour l'instant, la communication acheteur n'a pas démarré. C'est d'ailleurs une de nos difficultés, c'est qu'au moment de l'onboarding des vendeurs, forcément, ils nous challengent sur: «Qu'est-ce que vous allez faire pour aller nous ramener des oui. acheteurs?» Mmh. Bon, je vous rassure, hein, les plans de communication sont déjà en place. On a prévu des plans de communication, par secteur d'activité, pour aller chercher, une typologie de clients en particulier et leur présenter toute l'offre de tous les vendeurs, correspondant à cette typologie d'activité. Donc, les plans de com sont déjà en place. Les réseaux, commerciaux ont déjà commencé à être formés sur ces sujets-là et donc sont capables d'en parler. Il nous reste à appuyer sur le bouton de l'ouverture de la marketplace pour la rendre publique et dès lors effectivement, on aura les moyens de communication et les réseaux commerciaux,
qui se mettront en œuvre pour aller chercher les acheteurs. Donc, OK, donc, la ouverture, plutôt, début avril. De toute façon, c'est effectivement, ça les auditeurs le savent bien, le lancement Mmh. d'une marketplace, ça se fait, de manière phasée, hein. Il faut Mmh. déjà construire, une offre, et puis ensuite, voilà, ouvrir. Bon, il y a aussi une phase importante au début, quand il y a la première transaction, d'observation, de retour d'expérience et d'analyse. Donc ça, c'est effectivement une bonne démarche et une bonne stratégie. Alors, ce qu'on se disait aussi, c'est vrai que les acheteurs, il faut aller les chercher, mais les vendeurs vont être aussi des apporteurs d'acheteurs, puisqu'ils vont aussi valoriser finalement ce canal auprès de leurs clients, pour qu'ils l'utilisent, voilà, comme un canal d'achat, parce que effectivement, la marketplace offre un certain nombre de services, dans le fait de pouvoir opérer la commande, la gérer, etc. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Tout à fait. Et puis dans notre cas, justement, le fait d'être en mesure de prendre en charge, leur réseau de distribution, ça démultiplie cet effet-là. C'est-à-dire que les producteurs vont, forcément aller chercher leurs distributeurs, dans un certain nombre de cas pour, pour qu'ils viennent prendre leurs commandes directement, sur la marketplace. Surtout quand ils ne disposaient pas jusqu'ici d'outils de prise de commande, hein, on a quand même un certain nombre dans ce cas-là. Et puis les distributeurs, une fois qu'ils ont rejoint, la marketplace en mode acheteur, ils se disent: «Bah, pourquoi pas, relayer l'offre vers mes propres, clients?» Mm. Et donc on se retrouve avec un effet boule de neige. Oui, puis on se retrouve dans des situations effectivement où il y a des vendeurs qui peuvent aussi être acheteurs, voilà, des acheteurs Exact. qui peuvent être vendeurs. Donc c'est aussi intéressant parce qu'il faut aussi le penser dans l'onboarding. Euh, donc ça, très, très bien. Sur les sujets, donc transactions, donc à partir du moment où effectivement la marketplace va être ouverte, il va y avoir les premières transactions. Euh, Vous avez choisi comme PSP, parce que c'est toujours une grande inquiétude, une grande question des auditeurs, Webel Payment Services. Tout à Ça se fait. ferait comment ce choix de PSP? Ça s'est fait comment? Ça s'est fait, alors comme on était quand même, en train de monter une offre dans une phase, covid et donc dans un mode assez court, on n'a pas fait, un appel d'offres avec une mise en concurrence de multiples, PSP. Il se trouve qu'on a aussi une entité, avec une expertise en monétique, chez Orange Business Services. Et donc on avait déjà une connaissance des PSP du marché qui était crédible sur ces sujets-là. Webhelp est une entreprise avec laquelle on travaille depuis, de nombreuses années et ils ont su nous rassurer assez vite, sur, leurs capacités, hein. Ils gèrent, pas loin un peu plus d'une vingtaine de marketplaces européennes, Ouais, ouais. voilà, ils nous ont apporté une vraie expertise en amont. Voilà, donc au-delà des négociations tarifaires classiques, on a trouvé qu'on trouvait, dans leur accompagnement l'expertise qui pouvait nous faire défaut, sur certains points. Et donc on a choisi assez vite de travailler avec eux. Alors, ils ont notamment aussi une bonne expertise sur les sujets de KYC, KYB. Et alors Tout ça, à c'est fait. un sujet qui peut être surtout dans le B2B, parce qu'en fait, les, les opérateurs de marketplace, enfin, les gens qui lancent des marketplaces et qui ne connaissent pas forcément ce secteur, sont surpris du fait que il faut apporter un certain nombre de garanties relativement à la qualité des vendeurs, à l'anti-blanchiment, etc. Donc, il y a beaucoup comme il y a des flux financiers qui transitent par la marketplace, c'est une obligation légale. Donc, du coup, il faut s'appuyer sur les bons partenaires. Ce que vous me disiez en préparant aussi le podcast, c'est que vous, chez Orange, là, enfin, c'est quand même des clients, que ce soit ou les fournisseurs ou les acheteurs que vous connaissez déjà dans le monde Orange. Donc, la démarche d'analyse KYC, KYB est un peu plus simple. Alors la plupart des vendeurs qui nous rejoignent, oui, on les connaît, de fait, puisque c'est notre réseau commercial qui les a démarchés. Après comme, il y a de l'enrôlement en ligne, il y a aussi des gens qui ne sont pas clients Orange qui peuvent nous rejoindre. Mais Tout à fait. le fait est que, alors il y a les 2 aspects, de sécurisation, KYC, KYB, donc côté vendeur et côté acheteur. Tout à fait.
côté vendeur, là-dessus, donc effectivement, c'est quand même plutôt des gens qu'on connaît déjà chez Orange, donc on a quand même déjà, pas mal de données et de sécurité sur ce qu'on sait de ces vendeurs. On a une capacité à avoir, un état de leur solvabilité et de leur capacité financière. Donc on est quand même déjà en bonne position pour assurer une bonne garantie et par-dessus, Webel Paiement, du coup, assure, Voilà. son obligation de PSP, Oui. justement sur la lutte anti-blanchiment et sur les infos, purement bancaires. Donc là, on est vraiment très sécurisé sur l'aspect vendeur. Mmh. Et sur l'aspect acheteur, c'est là qu'on a un plus. C'est une vraie demande de nos vendeurs. Ils voient Orange comme un tiers de confiance. Ah Donc, oui. ils attendent vraiment de nous qu'on limite les impayés, Mmh. et qu'on soit capable d'assurer un minimum, le fait que les acheteurs qui viennent chez nous sont viables. D'accord. Donc on verra à l'usage, d'ailleurs, il faut toujours beaucoup d'humilité quand on lance une activité, mais on verra à l'usage, mais on est plutôt, à mon avis, pas mal positionné là-dessus parce que justement on a pas mal de données déjà en amont sur beaucoup d'entreprises et donc plus que quelqu'un qui utiliserait une base de données, qui s'appuie exclusivement sur les gens qui publient leur bilan. Il y a Oui. beaucoup d'entreprises qui ne les publient pas. Mmh. Voilà, donc nous, ça, on peut déjà vérifier quand même pas mal de choses et après on a tout un tas de procédures et de processus qui font qu'on va arriver à essayer de limiter les impayés, notamment en ouvrant, le paiement à échéance que à des gens qui sont déjà sécurisés et pas à des nouveaux Ouais, arrivants. d'accord. Mais c'est intéressant. Alors, justement, dans la roadmap, donc, bah, il y a le lancement, comme vous dites, il faut faire preuve d'humilité et de pragmatisme. Donc, il va y avoir l'ouverture aux acheteurs. Donc là, les premières transactions, et vous allez peu à peu monter en puissance avec les campagnes de communication. Qu'est-ce qu'il y a un peu en 2021 dans la roadmap produit, un peu plus comme évolution que vous imaginez? Alors, déjà, on n'a pas encore, ouvert cette fonctionnalité, mais elle va arriver, c'est, le fait de pouvoir, déposer des appels d'offres. D'accord. Donc les acheteurs pourront déposer des appels d'offres qui pourront, cibler exclusivement sur certains vendeurs de la marketplace ou sur tous les vendeurs de la marketplace ou sur une catégorie de vendeurs de la marketplace. Voilà, ça on l'a pas encore ouvert, mais ce sera ouvert, avant le milieu de l'année. On D'accord. n'a pas encore activé non plus le multilinguisme, parce que pour l'instant on est resté dans un domaine franco-français. D'ailleurs la plupart des vendeurs qui nous rejoignent sont plutôt intéressés par cette partie-là, même si occasionnellement ils vont à l'export, c'est plutôt sur le franco-français. Néanmoins, on en a quand même de plus en plus qui s'intéressent à la solution pour relayer justement à l'export vers d'autres pays. Donc on a déjà l'outil capable de gérer le multilingue, on n'a juste pas activé cette fonctionnalité. Donc dès que ça deviendra un must, on l'activera. D'accord. Voilà, et puis on a en projet quand même au-delà de fonctionner comme une marketplace classique, de créer une sorte de communauté des industries françaises D'accord. et donc là, il y a tout un tas de choses qui se préparent sur ces sujets-là. D'accord, ça c'est aussi intéressant parce que là, c'est vrai que la tendance qu'on observe des marketplaces, c'est des marketplaces, voilà, qui effectivement interagissent avec des communautés. Je ne parle pas simplement de vertical métier, mais vraiment de communauté. Donc ça c'est quelque chose de fort parce que c'est l'occasion de pouvoir sécuriser du business, l'accélérer, etc. Ce qui est intéressant, ce que vous disiez aussi sur le côté international, parce qu'en fait, bon, il y a le multilinguisme, c'est une chose, mais après, il y a le développement à l'international, le fait d'accueillir des vendeurs, des acheteurs de d'autres pays qui vont peut-être payer aussi avec d'autres devises, dans d'autres pratiques de paiement, qui vont faire de l'import-export. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir aussi afficher des tarifs douaniers à l'avance pour pouvoir effectivement donner une idée de ce que ça va vraiment coûter à l'acheteur qui est dans un pays qui n'est pas celui du vendeur. Donc là, c'est un chantier aussi important. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans les partenaires qui nous parlent d'un projet marketplace, ils voient quand même très vite, parce que même si on n'a pas pensé de multilinguisme, on est à partir du moment où effectivement la marketplace est sur Internet, même si elle est fermée, il y a très vite quand même des vendeurs ou des acheteurs dans d'autres pays que le pays de lancement qui Mmh vont mh. forcément vouloir se connecter, s'intégrer à la marketplace. Donc, ça va être intéressant. Ah, déjà dans les statistiques de visite aujourd'hui,
Pour l'instant, on communique plutôt en direction des vendeurs et on commence à faire un peu des annonces et d'ores et déjà, on voit quand même dans nos statistiques de visite un petit pourcentage de visiteurs venant de l'étranger. Et oui, mais ça, c'est très intéressant. Donc, voilà, après, voilà, l'accueil de vendeurs et d'acheteurs étrangers, quand ça arrive dans l'Union européenne, ça va. Mais après, effectivement, se posent les sujets du paiement en devises, du risque de change, de la, de l'import-export. Mais c'est des beaux sujets, des beaux enjeux. Mais en fait, Pierre, merci beaucoup, parce qu'on arrive aux 30 minutes. Alors, comme on est réglo dans le podcast Les Experts Marketplace, on va s'arrêter là. Je pense que ça a beaucoup intéressé nos auditeurs parce que on donne la parole aussi à des marketplaces qui sont pas, qui sont pas lancés depuis 5 ans, mais qui sont en phase de lancement. Donc, on reprendra rendez-vous avec vous dans 6 mois. Et je suis sûr que vous aurez plein de choses intéressantes à nous raconter. Voilà. J'espère Et bien, bien. c'est certain. Et puis, donc, retrouvez ce podcast sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify, également sur SoundCloud, et puis sur l'adresse, la page marjorie.co, vous pourrez retrouver le podcast. Voilà, merci beaucoup, Pierre, et bonne journée. Au revoir. Merci.